fait, sur la base d'une prévalence de 8 à 10% des résistances naturelles. Donc on est plutôt de l'ordre de 1% dans le VHC, aux inhibiteurs de protéase. Et donc la question, moi je pense que c'est important, à partir du moment où on peut génotyper en faisant la protéase, le génotype a une indication claire clinique. Si en plus, en génotypant cette région, on informe le clinicien sur la présence éventuellement d'une mutation majeure, en fait c'est un plus. Donc c'est Christian Tourès qui nous a développé en fait, un outil au laboratoire qui fonctionne sous Access et qui est capable en fait, à la récupération des séquences de générer des rendus de résultats, d'interpréter les mutations, l'absence ou la présence de mutations de résistance. Et donc on a pu récemment étudier sur les 300 premières séquences de la protéase qu'on a eu au laboratoire. Vous voyez qu'on trouve la même distribution des génotypes et on avait notamment une nouvelle mutation associée de résistance naturelle chez un patient non encore traité, donc on en a au moins 2, ce qui nous fait localement une prévalence d'environ 1% de ces mutations. Vous voyez qu'il y en a d'autres qui ont parfois un impact mineur sur la réponse, mais ça en fait quand même beaucoup si on prend la majorité des génotypes 1 à 1. Vous voyez qu'en fait on a des taux de prévalence qui peut aller pour les génotypes 1A jusqu'à 10% par an. Alors donc ça c'était également bien montré par d'autres études sur des séquences de virus retrouvées un petit peu partout dans le monde. Donc ça c'est une modélisation par un programme qui s'appelle Logo. On copie-colle ces séquences dedans et on peut voir, donc globalement c'est de la protéase VHC, on a quand même une variation, une variabilité relativement importante, y compris à des sites clés potentiellement. Et donc finalement le background génétique n'est pas le même. L'état de la connaissance qu'on a sur la résistance, sur l'efficacité de protéase actuellement, pour les génotypes 1, on ne peut pas forcément la transposer à des génotypes plus rares, des sous-types plus rares de génotype 1, ou même à d'autres génotypes. Donc on avait également, nous, en modélisant la variabilité en aminoacides, vous voyez que selon les génotypes, on a des variabilités extrêmement importantes et qui ne portent pas sur les mêmes positions aminoacides. Alors donc finalement, on tend à essayer bientôt fini de détecter le plus possible des souches éventuellement divergentes, puisqu'on fait toujours beaucoup de séquençage, vous avez à peu près 300 patients auxquels on réalise un séquençage par an. Et donc soit on fait un génotypage qui détermine le génotype du virus en blastant tout simplement, soit il y a des outils spécifiques qui permettent de blaster contre des banques de référence de génome VHC, soit on peut faire la phylogénie, c'est ce qu'on fait toujours en fanart phylogénétique, mais également en fait on a développé des databases locales. Donc, on peut en fait prendre toutes les séquences, une séquence VHC, on en a à peu près pour les protéases, on en a 300, sinon globalement on en a 4000 au laboratoire, et on peut tout blaster contre tout. Donc en utilisant le serveur qui est maintenu par les bioinformaticiens ici à l'ITLSI. Et donc en fait, en faisant ça, vous voyez, on peut identifier par exemple cette séquence-là qui ne blaste contre rien, contre aucune autre séquence de notre database. Donc par ailleurs, on utilise, on a demandé à Sébastien Buffet de nous développer un outil qui est plus simple d'utilisation pour tout le monde, online, et donc en fait, on blaste comme on blaste sur l'NCBI, sauf qu'on blaste par rapport à une database locale, et donc c'est ce qu'a développé Sébastien, on lui a donné toutes nos séquences, et en fait quand on blaste, on a une adresse internet, et on blaste contre nos séquences, donc on peut le faire de n'importe quel ordinateur, c'est relativement simple. Et donc ça, par exemple, ça nous permet de nous comparer par rapport à nos séquences, et puis en plus, on a codé nos séquences de manière à savoir que par exemple c'est une femme qui a né en 73, on a ses initiales, et puis on sait en fait dans quel service elle est. Là on sait que c'est un service VIH, là c'est un service VIH aussi, là c'est les domaines, là c'est... Voilà. Donc en fait on arrive éventuellement à... Et puis on a le génotype, bien sûr, et le sous-type qui a été déterminé, et donc ça nous permet d'avoir une bonne idée de à quoi ressemble la séquence. Parfois en fait on a des résultats qui sont pas du tout, et c'est le cas de la séquence de tout à l'heure. Vous voyez que la séquence la plus proche, en fait, elle a une identité par le nucléotide, c'est dans 80%. Et donc ça, quand on fait l'arbre, on s'aperçoit que, quand on a fait un arbre en utilisant la polymérase initialement, et en fait on blastait contre des séquences en fait, de génotype 3H, donc génotype 3 sous-type H. Et en fait, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas, on avait la séquence de la protéase qui blastait contre rien, c'est les résultats que vous avez vus. Et en fait, on s'est aperçu qu'il n'y avait aucune de séquence de la protéase qui était disponible dans les databases mondiales. En fait, si on regarde la 3H, vous voyez, en fait, il y avait en 5' ou en 3' des séquences décrites, notamment la polymérase,
et on avait une séquence de la protéase. Et en fait, finalement, la séquence la plus proche au niveau mondial montrait que 74% d'identité nucléotidique. Là, par un autre outil qui est un outil génotypage, en fait, ça nous sortait du 6. Et par ailleurs, si on utilisait une région qui est très utilisée pour le génotypage, en fait, on tombait sur un génotype 1, alors qu'en fait, on a un 3. Donc finalement, ça peut mettre un petit peu, ça peut compliquer la prise en charge clinique, notamment en cas de traitement. Et donc finalement, on a cloné ces séquences, on voit qu'elles appartiennent bien à un groupe à part, très différent de tout ce qui existe par ailleurs. Et donc en décrivant en fait la variabilité contre les autres génotypes 3, mais également contre les autres sous-types du génotype 3, pardon, contre les autres génotypes, et bien en fait on s'aperçoit qu'on a une grande diversité en aminoacides, en plus d'avoir une différence en nucléotides. Voilà, je crois que je vais m'arrêter, parce que j'ai un petit peu dépassé les 10 minutes. Merci beaucoup. Quelle est la variabilité de la protéase, de la séquence de la protéase au niveau des acides catalytiques? Elle est quasiment nulle. En fait, en pratique, elle est nulle, hein, mais elle est... de temps en temps, on voit des petites différences, mais qui sont sans doute... c'est possible qu'elles soient liées à des erreurs de séquençage. Alors, si elle est nulle, c'est pas une histoire d'erreur de base, etc. C'est simplement que si cet acide aminé, si les acides aminés sont changés, alors le virus n'est pas bien. D'accord? Oui, parce qu'en fait, ce sont des sites critiques. Il y a des sites aussi de voisins en fait, qui sont extrêmement concernés. Alors, pourquoi ne pas faire l'ingénierie d'un inhibiteur de protéase qui, au lieu d'être un inhibiteur compétitif, mais sera un inhibiteur suicide, c'est-à-dire qu'il va utiliser la machinerie catalytique de la protéase pour produire l'espèce qui va inhiber. Et donc, si évidemment il y a une mutation qui change cet acide aminé catalytique, et bien, de toute façon, ce ne sera pas viable. Donc, quelle que soit la façon de regarder les choses, on a un inhibiteur qui marchera dans tous les cas. Et il n'y a pas de résistance possible avec un inhibiteur suicide qui utilise la machinerie catalytique. Alors, en fait, la connaissance également pour le VIH et pour l'hépatite B, en fait, je pense, j'ai moins la connaissance finalement des stratégies thérapeutiques pour faire ça vraiment. Et je pense qu'en fait, parce que pour le VIH, c'est pareil, aussi bien le VIH type 1 que le VIH type 2, il y a des sites complètement conservés, ça, on l'avait vu en analysant les nucléotides avec Catherine Mireille, et aussi bien également en aminoacides. Et donc finalement, c'est vrai que ça en fait des cibles de choix, mais en fait, il n'y a toujours rien, à ma connaissance, concernant en fait ce type d'approche pour l'hépatite B, pour le VIH et manifestement pour d'autres virus. Donc ça correspond à faire de l'interférence en quelque sorte, en ciblant très précisément en fait, des régions critiques pour le fonctionnement, la structure de la sphère urbaine de l'enzyme. Je n'ai pas d'exemple en tête où ça avait fonctionné, en tout cas dans le virus clinique. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est une approche de choix. Comme c'est une cible, est-ce qu'il y a aussi une cible les milliers de participes? Donc quand il est circulant dans le sang, il est circulant en libre. Il y a tout un travail, mais qui est réalisé finalement sur un faible nombre de molécules, comme sur la présence de génomes d'HC dans d'autres compartiments, et notamment dans les PBMC. Donc on retrouve des génomes, ça c'est clair, chez les PBMC. Après, la signification de cela est pas claire. Évidemment, je jamais pareil que le gros microscope électronique dans le sang. Oui, donc si tu prends le sang affecté, tu vas avoir le microscope électronique et un mec qui est là. Il n'y a pas de risque. On le voit où? Il n'y a pas de risque. On le voit pas. C'est que des formes génétiques. Il y en a également qui ont détecté, c'est vraiment vrai sur le plan clinique, qui tardera. Le fait que quand on guérisse,
Donc quand la PCR reste indétectable plus de 6 mois après l'arrêt de traitement, en fait, il n'y a pas de récurrence ou de réactivation que peut y avoir pour l'hépatite C dans l'état actuel des connaissances. Donc il n'y a jamais eu de cas démontré. Donc tu dis que justement dans ton je pense que dans ton introduction, c'est un virus transmis par le sang. Ça expliquerait d'ailleurs pourquoi les usagers de drogue par voie intraveineuse et ainsi de suite. Et donc quand une personne infectée, usager de drogue ou pas, quand une personne infectée transmet à une deuxième par voie sanguine, quel que soit le truc, l'idée c'est que sur des PBMC Du virus. Du virus, mais d'accord. Mais en même temps, tu dis, si on regarde ça au microscope électronique, on ne voit pas de particules virales, bien qu'il puisse y avoir des... Pardon, je pensais que vous parliez autour des PBMC. Non, moi je dis, voilà, tu prends une goutte de sang de quelqu'un qui a 10 puissance oui, non, qui est à 7 log, et on regarde au microscope, qu'est-ce qu'on voit? On voit des particules virales. Et de même qu'ils ont été trouvés à distance dans les hépatocytes également. Mais en fait, ça n'est pas très clair. Oui. Quel est le statut du malade qui, à une vite, oblige le médecin à commencer un traitement? Le statut, pardon? Du malade. C'est-à-dire, on commence un traitement à quel moment? Alors, le traitement, en fait, dans l'idéal, il est commencé le plus tôt possible, puisque plus la fibrose progresse, plus ça diminue le taux de guérison, la chance de guérison. Mais en fait, comme c'est compliqué, ces traitements sont quand même relativement lourds avec des gros effets indésirables, il y a le fait que, par ailleurs, comme tu l'as vu, pour les génétiques majoritaires, il y a un taux de succès qui est à l'heure actuelle environ seulement 1 sur 2, que les patients parfois sont toujours un petit peu toxicomanes actifs IV, qu'ils peuvent éventuellement continuer, qu'ils ne sont pas sevrés sur le plan alcoolique quand ils sont alcooliques. Donc tout ça sont des facteurs qui vont diminuer encore le taux de réponse thérapeutique. Donc finalement, les cliniciens, pour l'instant, les recommandations, c'est de commencer à traiter au pire, au plus tard, lorsque finalement la fibrose est à mi-chemin. On score la fibrose avec un score qui s'appelle le métavir, entre F0 et F4. F4 c'est la cirrhose, on dit qu'à partir de F2, qui correspond à la présence de CETA, en fait, de façon significative dans le foie, et bien à ce moment-là, il ne faut plus tarder à traiter. En revanche, ça c'est vrai pour les génotypes 1. Chez les génotypes 3, qu'on guérit dans 90% des cas, les cliniciens traitent généralement plus tôt. Mais sinon, dans l'idéal, plus on traite tôt, mieux c'est. Est-ce qu'il y a un rapport dans la réflexion de ce qui a été tous ces changements en ce qui concerne le traitement HIV1? À une époque où on traitait tout de suite, après on a dit pour la résistance, on va attendre en chute des CD4, maintenant on dit test and treat. Est-ce qu'il y a une réflexion dans le milieu hépatite C, un infectiologue, clinicien? Je pense qu'il y a moins de différence en termes de stratégie thérapeutique, c'est plus protocolé. Et ça, c'est en grande partie lié au fait, je pense qu'il y a un seul traitement. Oui, c'est ce que j'ai dit, parce qu'il n'y a pas de choix en pratique. Non, c'est vrai, parce que sinon, donc c'est pas le seul élément, mais c'est quand même un des éléments. C'est bien, en fait, les patients VIH, pour 20% d'entre eux, ils ont déjà 20 tentatives thérapeutiques, et donc c'est un élément qui complique les choses. Et c'est pour ça utiliser l'expérience de voilà. Et le fait aussi que quand même, l'évolution, la progression de la maladie n'est pas complètement superposable. Le patient qui a une hépatite C, qui a une hépatite chronique C, en fait, dans la grande majorité des cas, il progresse, il fait son chemin. Dans l'infection par le VIH, en fait, il peut y avoir des vitesses d'évolution quand même relativement variables. Et on sait que jusqu'à un certain point, le patient, si on le met sous traitement, il y a un traitement tellement puissant qu'en fait, on arrive à inhiber la réplication et à ne pas compromettre finalement en différents traitements la réponse clinique et immunologique. Alors, les plus jeunes. Une question remarque sur la même, c'est pourquoi est-ce qu'on ne séquence pas à 7000 bases? Pourquoi est-ce qu'on ne s'en embête pas? Enfin, pourquoi on ne fait pas un séquençage systématiquement complet pour traiter les bases du génome? Et comme ça, on ne se pose plus la question de savoir quel est le fond génétique, le truc, le machin, on a tout. Très probablement, effectivement, mieux comprendre le fond génétique. C'est ce que tu as dit, je crois que c'est important. En réalité, il y a les mutations elles-mêmes, mais c'est très très difficile, probablement, mathématiquement, de faire la combinatoire entre tout ça, parce que ça prend des proportions, même sur cette base infernale, mais enfin quand même. Oui, en fait, c'est effectivement une... Est-ce qu'il y a des